On est très heureux d'accueillir Mike Horn sur Hydrogen Today et je suis particulièrement satisfait car c'est la troisième fois, Mike, qu'on a l'occasion d'échanger. La première fois, c'était au forum Hydrogen Business for Climate en septembre 2021. On s'est vu sur le plateau d'Evolution, c'était il y a quelques mois à Paris. Et là, donc, à quelques jours du salon nautique, à quelques heures, je devrais dire, on va expliquer pourquoi le salon nautique. Il y a une actualité et on est là pour vous accueillir en tant que cofondateur de la société Innocel, qui est une société qui se lance dans l'hydrogène. Ça fait quelques mois également. On va d'abord revenir sur la genèse de la création de cette société. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous lancer dans cette aventure? Écoute, pour moi, c'était sûr qu'après mon traversée du pôle Nord, que j'ai vu en fait la glace qui fondre et puis qu'il y a un vrai problème avec tout ce qui est émission de carbone et la fonte de la glace et la mer qui réchauffe. C'est là où j'ai parti avec Cyril pour faire un Dakar. Et puis, je disais, C'était mais Cyril écoute, Després, hein, c'est le pilote, on rappelle. Hein. ouais, qui a gagné 5 fois en moto. Et puis, il m'a demandé de venir comme copilote et de naviguer. Et puis, moi qui aime l'aventure, qui aime des choses que j'ai jamais fait par avant, j'ai tout de suite dit, mais écoute, Cyril, c'est une bonne idée. Je traverse les pôles et j'arrive juste en temps pour aller prendre du départ du Dakar. Et puis, quand j'ai vu en fait la glace qui était en 2006 au pôle Nord, parce qu'en 2006, c'était la première fois au pôle Nord, la glace faisait 2,56 m d'épais au pôle Nord, parce que je faisais une piste d'atterrissage pour un avion russe pour faire la recherche sur la glace au pôle Nord. Et j'ai bien mesuré la glace. Et en 2019, quand j'ai passé, la glace faisait que 8 cm, impossible d'atterrir. Et puis, c'est justement là où je dis, mais écoute, ça va beaucoup plus vite. Cet réchauffement, c'est pas seulement quelque chose de politique, c'est vraiment, ça joue vraiment un rôle énorme en fait sur notre climat partout autour du monde. Et puis, c'était là où des gens ont commencé de me critiquer en disant, mais comment tu peux dire que la glace fonde et puis après tu sors dans une bagnole et tu fais 12 000 kilomètres dans la nature et puis tu brûles des gasoil et tu es un vrai hypocrite. Et puis, c'est justement là où j'ai décidé de me lancer de, dans un pile à combustible de haute performance, avec beaucoup d'énergie, qui peut aussi gagner un Dakar. Et puis, on a bien longuement discuté avec Cyril et deux, trois de ses ingénieurs. Et puis, c'était là où on a approché des CEA, de le mandater de commencer la recherche sur une pile à combustible qui pouvait gagner un Dakar. Et c'est là où ça a commencé. Alors, donc le Dakar, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais avec cette discussion que tu as eue avec les gens du CEA, vous vous êtes dit, ben, il y a le potentiel pour monter finalement une société et tu t'es allié aussi à un industriel. Exactement, c'était justement, Laurent, c'est quand on commence de regarder la potentiel des choses. Moi qui commençais de dire que je veux faire un Dakar, euh, je rêvais trop petit, en fait, indirectement. C'est une technologie qui peut décarboner notre monde. Et puis, si on rêve grande, c'est là où on peut faire des grandes choses. Et puis après, en parlant avec Maro Ricci, qui a eu AK Technologie et AK Engineering, j'ai dit, mais Maro, viens voir en fait la technologie au CEA. Et puis après, si tu as deux, trois petites sous qui traînent, investis ça dans ces technologies. Et puis, moi, j'ai qu'une idée, j'ai pas d'argent, je peux pas je ne peux pas aller à une compétition avec Michelin, avec Mercedes. Viens regarder. Puis il est venu au CEA et c'était justement là où il a dit, Mike, écoute, je pense que ces technos, euh,
est un peu la prochaine génération des piles à combustible. Et c'est justement là où il a fait un investissement et on pouvait accélérer cette pile à combustible. Et 18 mois plus tard, on le lance au salon de nautique à Paris. Et c'est justement là où on dit qu'aujourd'hui, c'est plus un rêve, mais c'est la réalité. On peut vraiment implémenter cette pile dans les bateaux, dans les cargos, dans ce qui est mobilité lourde, des camions, des bus, des pelleteuses et même les avions. Alors, c'est une pile de 300 kilowatts, hein, donc une pile performante dans un volume assez réduit. C'est quelque chose, a priori, d'assez unique sur le marché que vous allez proposer. Moi, je pense que c'est la première fois on a une pile avec la volume et la masse qui produit autant d'énergie. Et puis, quand on parle de l'efficacité de cette pile, c'est là où des gens disent, mais l'hydrogène n'est pas trop efficace. Mais en fait, l'hydrogène est une source naturelle que la nature nous fournit. C'est sûr que quand on regarde H2O, qui est de l'eau, une fois qu'on a cassé cette molécule et on sépare l'oxygène de l'hydrogène et on stocke l'hydrogène, c'est quand même une source d'énergie qui est très haute en calories, plus haute que du gasoil ou du fuel traditionnel. Ça veut dire que on doit juste casser cette molécule avec l'énergie verte. Autrement, c'est sûr que c'est justement là où on repart dans ces débats qui disent mais il faut travailler avec l'hydrogène vert et pas l'hydrogène brun ou bleu. Il y a tellement de couleurs qu'on parle quasiment plus de cette couleur, on parle juste de l'hydrogène basse carbone. Et puis, c'est justement là où, en fait, on a regardé, en fait, autour du monde, et puis il y a Air Liquide, il y a Total, il y a des grands acteurs aujourd'hui qui lancent pas mal de recherche et développement dans la production d'hydrogène basse carbone. Une question, Mike, parce qu'on parle de bateau. Est-ce que tu connais Victorien Hérussard, celui qui a fondé Energy Observer et qui fait le tour du monde? Oui, écoute, ouais, je le connais. Oui, j'ai jamais été sur son bateau et puis c'est un peu dommage, mais c'était un projet qui a fait rêver beaucoup de monde. Et puis c'est justement un projet qui a commencé au CEA. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est présenté concrètement sur le salon nautique qui ouvre pour le public à partir du 3 décembre? C'est un démonstrateur en fait, hein, que vous présentez sur le salon. Exactement. On a tout de suite vu qu'en fait, d'essayer de construire une autre voiture, on n'est pas constructeur de voitures. Ça sert à rien. Et puis tout le monde a parti un peu dans cette direction qui est plus les batteries et la mobilité vraiment individuelle qui est basée sur les piles qu'on amène avec nous sur notre voiture et on doit la recharger. C'est justement là où on a dit, mais il faut aller plutôt dans la mobilité lourde. Et puis quand on voit des grands acteurs, c'est ce domaine qui est plutôt marin. Tu vois, quand on parle des cargos, des grandes paquebots qui amènent 5000 personnes en vacances, c'est quand même des usines à gaz qui polluent pas mal, même si c'est que 3% de l'émission carbone. C'est toujours là où on doit commencer. Et puis, on a décidé de construire un démonstrateur, un petit bateau qu'on peut complètement commencer avec une coque, intégrer à 100% les bonbons qui gardent l'hydrogène, du stockage, et puis après, tout un système avec un pile combustible et des compresseurs et des humidificateurs et tout ça pour qu'on puisse avoir un bateau de haute performance. Aujourd'hui, un hydrogène, qu'on peut le comparer à 100% avec un bateau avec un moteur thermique.
Et c'est justement là où on a commencé de parler avec un fabricant de bateaux italien, et puis en disant, mais écoute, on veut plus voir votre moteur à 1000 chevaux, on veut mettre des piles à combustible à 600 kilowatts dedans, et puis on peut prouver, mais visuellement aux gens qu'aujourd'hui, on peut faire des bateaux, on peut amener des cargos autour du monde en polluant beaucoup moins. C'est justement là où on a décidé de lancer notre bateau au salon nautique à Paris vendredi. Et pour moi, je suis tellement excité parce que il y a une année et demie, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, on a un démonstrateur, un produit qui montre que c'est faisable. Alors, en plus, ce transport maritime, il est critiqué parce qu'on trouve que justement, on ne décarbone pas assez vite. Donc, vous allez pouvoir aider les Kinocell, tous ces industriels finalement, à changer de motorisation. Non, qui est intéressant, c'est que moi, j'ai croisé beaucoup de gens, hein. Et puis, quand tu as fait 27 tours du monde en bateau, et puis, en fait, tu passes tes temps sur un bateau et en mer, tu vois énormément de cargo. Et puis, c'était justement là où, en fait, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour MSC, Mediterranean Shipping Company, et puis, Monsieur Vago a dit, mais écoute, Mike, si tu peux décarboniser mes paquebots et puis mes cargos, mais vas-y, fais-le. On est les premières de dire, mais on veut changer. Et c'est là où on a commencé de travailler un peu avec MSC, de développer une unité auxiliaire pour les bateaux. Parce que dès que les bateaux arrivent au port, ils brûlent toujours du gasoil et puis en fait, ils polluent pas mal dans les grandes villes. Et là, aujourd'hui, on travaille aussi sur un démonstrateur qui va mettre jusqu'à 10 mégawatts d'énergie dans un bateau que dès qu'ils arrivent au port, c'est là où il peut complètement couper du moteur thermique et fonctionner à 100% sur l'hydrogène. Et ça, c'est un grand pas en avant. Alors, Mac, ça a été dit, donc cette pile est de forte puissance. On peut en mettre plusieurs, donc c'est modulaire et ça permet en Ouais. fait d'adresser plusieurs marchés. Donc, le bateau, on l'a compris, mais pas que. Il y a d'autres secteurs où en fait cette pile pourrait trouver des champs d'application. Exactement, c'est justement là où on commence à regarder dans tout ce qui est énergie stationnaire. L'énergie est un grand problème aujourd'hui. Les Russes ils coupent du gaz, des prix du gasoil et du pétrole montent, et puis tout le monde râle parce que ça va pas, on n'a plus assez d'argent. La guerre aide pas, le Covid n'a pas aidé, l'économie baisse, il y a l'inflation, mais ça c'est une opportunité énorme aujourd'hui de faire quelque chose qui ramène de nouveau notre pensée dans comment on peut faire des choses qui est beaucoup plus durable. Une fois qu'on a une catastrophe, c'est là où on réfléchit un petit peu. Autrement, on continue d'y aller toujours dans les mêmes manières qu'on faisait des choses par avant. Et c'est justement là, on a tombé, mais pile bien juste au bon moment avec ces technos qu'on peut même créer comme tu as dit, c'est des modules qu'on fait qui est modulaire. Ça veut dire qu'on peut avoir la puissance qu'on veut. Dans un container de 20 pieds, on peut facilement mettre 3 mégawatts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les villes, tout le monde est sur leurs ordinateurs, tout le monde fait leurs transactions à travers l'Internet. Mais il faut refroidir des serveurs, il faut refroidir ce qui est stockage de contenu et tout ça. Et on travaille aussi sur l'énergie stationnaire en hydrogène qui est utilisée pour refroidir tous ces serveurs qui fait marcher nos terres aujourd'hui, parce que ça génère énormément de chaleur.
Alors Mike, quel est ton regard sur l'évolution de cette filière hydrogène? On a le sentiment que les choses s'accélèrent, qu'il y a de plus en plus de projets. Si tu me demandais il y a 2 ans, là, en parlant en fait avec les grands acteurs dans les domaines de l'hydrogène, tout le monde était encore un peu sceptique en disant euh, c'est pas mature, Mike, tu vas trop vite. Et tout d'un coup, 2 ans plus tard, tout le monde va dans la direction d'hydrogène parce que il y a tellement d'hydrogène autour du monde et quand tu peux séparer bien ton molécule d'eau de une manière qui est durable, c'est là où tu as une économie à 100% circulaire. Parce que de l'eau, tu le sépares, l'hydrogène et l'oxygène partent dans ton pile à combustible et il y a des vapeurs qui sortent de nouveau. Ça veut dire que tu pollues zéro. Maintenant, c'est sûr qu'on doit avoir une infrastructure pour les camions, on doit avoir une infrastructure pour les bateaux, mais ça, aujourd'hui, ça développe, mais 20 fois plus vite que la mobilité électrique a développé quand Elon Musk a commencé avec Tesla. Alors Mike, tu es sud-africain, tu parles très bien français et merci de faire cet entretien dans cette langue avec nous. Tu vis également en Suisse. En Suisse, il se passe des choses également, notamment dans la mobilité lourde, hein, pour les camions. Oui, écoute, la Suisse, parce qu'il y a un peu d'argent, et puis c'est sûr que la Suisse est toujours un peu pour ce qui touche l'environnement, vraiment un acteur principal. Et quand on regarde déjà ce que la Suisse a fait quand ils mettaient les camions sur les trains, et tout ça. Aujourd'hui, il veut vraiment accélérer la mobilité basse carbone. Et c'est justement là où la Suisse, qui est un petit pays, hein, c'est pas la France et c'est pas l'Allemagne, et tout ça peut devenir aussi un acteur principal dans la démonstration de la nouvelle technologie. Et c'est justement là où moi, par chance, j'ai arrivé en Suisse et je vis en Suisse, mais d'avoir en fait la Suisse comme un terrain de jeu pour nous, c'est vraiment à notre bénéfice. J'aimerais qu'on commente un petit peu la COP27. Il n'y a pas si longtemps, la conférence sur le climat se tenait en Égypte à Sharm el-Sheikh. Comme toujours, ces conférences sont un peu décevantes parce qu'il n'y a pas d'engagement très fort. En revanche, ce qu'on peut noter, c'est que l'hydrogène était très présent dans cette édition. Exactement. Quand on parle du COP, on parle même des Jeux olympiques que vous allez faire à Paris. L'hydrogène est au premier discours de tout le monde. Comment la mobilité va être quand ils font les premiers jours, l'ouverture des Jeux olympiques sur la Seine. Et puis, il n'y a que des bateaux en hydrogène et électriques. Et c'est justement là où on voit depuis le COP que maintenant, en 2030, 2035, ils ont vraiment pris une décision de plus vendre des voitures avec du moteur combustible. Si on va arriver là ou pas, c'est une question plus tard. Mais nous, dans ces domaines d'hydrogène, des fournisseurs et des producteurs d'hydrogène travaillent à fond la caisse maintenant parce qu'ils ont décidé d'aller dans ces directions. Et puis, c'est justement là où, quand tu vois que tous les grands acteurs vont dans le bon sens, et puis il n'y a pas un qui dise, mais non, peut-être ça c'est mieux, ou peut-être ça, ou ça va pas. Il faut prendre des décisions. Et c'est pour les Jeux olympiques, pour les COP et tout ça, qu'on voit où les grandes décisions sont prises. Maintenant, c'est à nous, une fois que ces décisions sont prises, de faire des actions. Et des actions, c'est quand même quelque chose qui ouvre le marché pour les nouvelles opportunités. Et c'est justement ça qu'on a saisi. Pour terminer, Mike, quels sont tes prochains projets? Est-ce que tu as des expéditions, des aventures à nous partager? Oui, écoute, moi, je me lançais dans cette business d'hydrogène, mais je ne suis pas un businessman, je suis un explorateur. Moi, honnêtement et sincèrement,
j'ai vu nos terres changer et j'aimerais bien, en fait, jouer un rôle pour décarboner en fait notre planète parce que notre terre est tellement belle, il nous donne tellement d'énergie, mais aussi il faut qu'on on prenne soin de nos terres pour la génération à venir. Une fois qu'Initial est lancé et puis on va produire les premières piles en 18 mois, c'est justement là où j'ai décidé de me retirer et de repartir en expédition. Et ça arrivait beaucoup plus vite, en fait, que j'ai pensé. Et au mois de mars, je pars pour une expédition de 4 ans autour du monde. Cette 4 ans. expédition Ah ouais. qui s'appelle What's Left, ce qui reste encore sur notre planète. Et puis, c'est justement là où, en fait, aussi sur mon bateau, je peux amener cette technologie d'hydrogène et que moi aussi, je pollue moins dans mes explorations et dans ce que je fais. Et là, je pars pour 4 ans, je commence au nord, je reste 6 mois dans l'Arctique, après 6 mois dans l'Amazone, 6 mois en Patagonie, 6 mois en Antarctique, Australie, Nouvelle-Zélande, 6 mois, et puis après en Asie. Et je vais aller visiter des endroits où j'ai passé il y a 30 ans, quand j'ai commencé ma vie comme un explorateur. Continuer de faire l'exploration en faisant des choses que je veux encore faire avec mes 30 000 jours qu'on a dans une vie. Et puis après, comparer des endroits où j'étais il y a 30 ans avec aujourd'hui. Et il y a 30 ans, j'ai pris des photos. Même, ouais, c'était des films. Aujourd'hui, tu le prends en digital. Mais la comparaison visuelle pour les gens fait réveiller les gens. Merci Mike pour ce témoignage. Bravo encore pour toutes ces actions. Et puis on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Ciao, ciao. À bientôt. Merci encore. Merci à toi.